Hello belle alchimiste, bienvenue pour cette vidéo où je vais t'expliquer les prosternations d'un point de vue bouddhiste. Alors, une prosternation à la base d'un point de vue philosophique, c'est travailler son humilité pour enlever l'orgueil de notre ego. La difficulté quand on est dans un cheminement spirituel, ça va être l'orgueil, en tous les cas c'est ce que disent les maîtres du bouddhisme tibétain. Et parce que cet orgueil, en fait, il te fait croire que tu es plus que ce que tu es. Et en étant orgueilleux, c'est comme si on se crée des barrières dans notre évolution. Donc les prosternations, c'est les premières pratiques principales. On appelle ça les pratiques préliminaires. Je vais t'en parler un peu plus. Et dans ce cycle des pratiques préliminaires qu'on appelle les Nyandro, qui soit tu le fais en retraite fermée, 3 ans, 3 mois, 3 jours, soit tu le fais en retraite ouverte, donc c'est-à-dire que tu continues ta vie, donc la vie mondaine. J'emploie les termes du bouddhisme tibétain, d'accord? Là, je te transmets juste d'un point de vue très classique, en fait, du point de vue du bouddhisme tibétain, qu'est-ce qu'il en est, et puis après, on va parler de comment le réajuster dans ton quotidien. Donc les Nyandro, soit tu les fais en retraite fermée, soit tu les fais en retraite ouverte, et puis là, tu vas mettre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'heures que tu pratiques par jour. Donc moi, je l'ai fait en retraite ouverte, donc en même temps, je travaillais. Et j'ai mis 5 ans. 5 ans à les faire. Donc les pratiques préliminaires, je vais poser tout mon bazar. Hop. Les pratiques préliminaires, c'est 111 000 prosternations, comme je vais te montrer. 111 000 récitations du mantra à 100 syllabes, donc qui est un mantra qui fait référence aux divinités du bardo. Donc si tu me suis, c'est le mantra que j'utilise en tant que protection et pour ouvrir les espaces, parce que je fais appel en fait à toutes les divinités. Le bardo, c'est l'espace entre les deux mondes. Après, moi je suis très liée aux énergies chtoniennes, à la mort, donc bon, voilà, il y a un lien particulier avec ce mantra-là. C'est pas le sujet du jour. Et puis après, il y a 111 000 offrandes du mandala. Donc un mandala, tiens, je vais peut-être te faire une petite vidéo derrière pour te montrer ce que c'est. Un vrai mandala, en fait, c'est on va ériger le mont Meru, qui est la demeure des divinités, un petit peu comme on sait dans la Grèce antique l'Olympe. Alors, je fais des grands parallèles, hein, mais... Et en fait, on va ériger, en fait, si tu veux, ce mandala avec des offrandes. Donc on met du riz, mais aussi on met des objets qui nous sont précieux, des pierres précieuses. C'est pour pratiquer la générosité et de nouveau le respect au maître. Donc ça, on en fait 111 000 aussi. Le but des Nyandreux, c'est les pratiques préliminaires, donc c'est de préparer en fait le terrain de ton humanité, de ta personnalité pour pouvoir accueillir les énergies de puissance et particulièrement les énergies de ton idam. Ton idam, c'est un peu comme ton animal totem, sauf que là c'est dans les divinités. Dans le bouddhisme, il y a 84 000 enseignements. Donc une divinité a plein de visages et en fonction de qui tu es et de ce que tu es venu expérimenter sur la planète dans cette vie et ce que tu ramènes d'un point de vue karmique, eh bien ton idam va être... pacifié, courroucé ou secret ou pas. En tous les cas, dans le bouddhisme, il y a beaucoup de pratiques secrètes qui sont en vrai, qui sont des pratiques de pouvoir, de puissance. Et donc, c'est comme quand on fait la magie, c'est pareil. Pour pouvoir toucher ces énergies-là, eh bien, ça demande à être préparé. Et donc, c'est les pratiques préliminaires, les Nyandreux, qui nous préparent à ça. Voilà, donc au niveau des prosternations, parce que c'est le sujet, moi je t'invite, même si tu n'es pas bouddhiste, à pratiquer les prosternations. Parce que, premièrement, c'est un mouvement qui vient faire circuler l'énergie dans ton corps. Ça te muscle les fesses. Et surtout, en fait, le fait de faire ce mouvement-là, tu vas avoir les retenues de ton ego. Et donc, si tu sens que ça t'énerve, si tu sens que tu es en retenue, c'est là où il faut y aller encore plus fort. Plus fort, pas en force, mais plus fort en disant « Ah tiens, là, effectivement, j'ai une retenue, c'est pas juste, donc je vais y aller de manière encore plus consciente et encore plus engagée. » Quand on fait une prosternation, on a un mouvement que je vais te montrer. Et dans ce mouvement, on va réciter
une prise de refuge. Donc, c'est-à-dire, on va prendre refuge dans le Dharma, le Bouddha et la Sangha. Le Dharma, ce sont les enseignements. Le Bouddha, c'est l'enseignant. Le Dharma, c'est les enseignements. Et la Sangha, c'est la communauté des disciples. Parce que il est dit, et tu le vois vraiment dans ton quotidien, c'est aussi pour ça que dans l'Alchemy Academy, je t'invite à être dans le groupe. Lorsque tu fais partie d'une sangha, lorsque tu fais partie d'une communauté, lorsque tu fais partie d'une sororité, en tous les cas quand il y a des gens qui pensent le monde plus ou moins comme toi, eh bien ça va être un grand soutien. Parce que tu vas pouvoir parler avec profondeur de tes difficultés et avoir en face des gens qui vont aborder le sujet avec cette même profondeur ou avec ces mêmes enseignements ou avec ce même langage. Tu vois, donc la sangha est très importante. Et la prise de refuge, on va se référer au corps, à la parole et à l'esprit. Corps, parole, esprit. Okay. Moi, je fais ça d'abord parce que je m'en réfère à ma lignée et après, corps, parole, esprit. Le mantra, c'est Sangye, Chedon Soki Chanamla, Chanchuba Dudani Gepsuchi, Dageji Sogi Pesenamki, Drolapenchi Sangye Drupa Chom. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on commence une prière, quand on commence notre journée, quand on se réveille au milieu de la nuit, quand tu es dans le bouddhisme, en fait, c'est un truc qui devient automatique. Et en fait, en vrai, ça permet vraiment de sortir de l'orgueil parce qu'en fait, tu n'es pas là, genre là, tout seul, à explorer tes trucs sur Internet et puis à te prendre pour Jésus ou Bouddha ou je sais pas qui. En fait, tu t'en réfères vraiment à quelque chose de beaucoup plus grand et à ses enseignements. Et le principe des prosternations, c'est ça. Donc, une fois qu'on va réciter ça, donc on se prosterne par le corps, la parole et l'esprit devant l'arbre de la lignée. Donc, en face de nous, on a une représentation de toute la lignée des enseignants qui sont au-dessus de notre maître. Alors les représentations, elles représentent des maîtres il y a un peu plus longtemps que notre maître, mais du coup après toi tu dois conscientiser. Alors normalement c'est bien de savoir le nom de chaque maître. Perso, en plus c'est des noms en tibétain, c'est galère à retenir, je me souviens pas de tous les noms, mais c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose de très puissant en fait dans le bouddhisme et je crois que c'est vraiment important de réaliser ça, qu'on est juste la résultante de rencontres, de personnes et d'enseignements. Donc en fait, on est construit à partir de toutes ces personnes en fait qu'on a rencontrées sur notre chemin. Et donc l'arbre de la lignée vient dire ça aussi. C'est aujourd'hui, on obtient les enseignements du Bouddha parce qu'il y a la lignée en fait qui est venue nous transmettre ça. Et c'est très puissant, surtout justement pour baisser l'orgueil. Parce que du coup, tu remercies vraiment toute cette lignée d'avoir eu ces expériences, de s'être battu, d'avoir transmis, voilà, d'avoir fait que ton âme aujourd'hui peut recevoir en fait ces enseignements-là. C'est quand même vraiment très fort. Et puis ensuite, on visualise à notre gauche notre mère et toutes les femmes de notre lignée et toutes les femmes du monde derrière, et à notre droite, notre père, tous les hommes de notre lignée et tous les hommes du monde. Donc en fait, quand tu te prosternes pas juste pour toi ta gueule, tu te prosternes pour toute ta famille, mais aussi toutes les lignées. Et c'est très puissant, moi ce que j'ai expérimenté quand je faisais beaucoup de prosternation, à cette époque-là, j'avais mon petit ami, enfin mon ex-petit ami, enfin, on s'était juste séparés avant qu'il déclenche son cancer, donc je me suis engagée auprès de lui pendant 1 an et demi pour l'accompagner. Et donc, régulièrement, quand je faisais mes retraites, c'était dingue parce qu'il ne pouvait pas bouger, il était en chambre stérile. Et je me connectais vraiment à lui dans ce mouvement, avec cette chance que j'avais de mon corps qui puisse bouger, avec vraiment tout cet amour que je le mettais là, mais pas que lui en fait. Hein. Tu vois, c'est important de ne pas faire ça que pour une personne. Je le mettais avec tout le monde et systématiquement, lorsque je sortais de retraite et que j'allais le voir à l'hôpital, systématiquement, il avait eu un regain d'énergie, une prise de conscience, où ça allait mieux dans sa maladie. Bon, voilà. Après, la guérison, ça dépend de chacun et il faut être prêt à vraiment se battre. Et en fait, tu le sais tout de suite quand quelqu'un... En tous les cas, moi, ce que j'ai expérimenté dans le cancer, tu le sais tout de suite si quelqu'un va s'en sortir ou pas. Bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, en tous les cas, c'est important que si tu fais des prosternations, ben, que tu le fasses
avec cette conscience que tu ne le fais pas que pour toi, mais tu le fais pour tous les êtres. En plus, on ne dit pas tous les humains, on dit tous les êtres. Donc, c'est-à-dire, d'abord, tu as tes lignées, tu as les humains, puis après, tu as les animaux, les devas, les nagas. Donc, en fait, tous les êtres invisibles, en fait, qui sont sur la planète avec nous. Quoi dire de plus? Donc, toi, en fait, si tu n'es pas bouddhiste, tu peux te prosterner par le corps, la parole et l'esprit. Voilà. Devant la lignée de tes enseignants. Donc, par exemple, je ne sais pas, là, si tu es dans l'académie, tu peux imaginer qu'il y a moi, et puis la personne qui t'a donné un autre enseignement, et puis tes parents, et puis tes grands-parents, et puis, je ne sais pas, des copines avec qui tu as peut-être expérimenté certaines choses. Enfin, bon, tu as compris, tu vois, c'est vraiment mettre dans cet arbre tout le monde. Alors, si tu viens pas d'une lignée de transmission, c'est pas obligé de mettre une hiérarchie, tu vois, là-dedans. Mais en tous les cas, c'est vraiment important de poser ça. Ensuite, d'un point de vue technique, comment ça se passe? Alors, les prosternations, normalement, on les fait sur une planche. Une planche pour que ça glisse, ou en tous les cas sur un sol lisse. Donc, tu vois, par exemple, un plancher ou quoi. Bon, moi, chez moi, le plancher, là où il y a du plancher, il n'y a pas assez d'espace pour faire la vidéo, donc je vais le faire sur le tapis. Ça va être, voilà, mais c'est pour te donner un petit peu une idée. Le principe, c'est vraiment d'être debout et de finir complètement allongé. Donc justement, de tout notre corps pour montrer notre dévotion et notre engagement. C'est assez challengeant quand même. Moi, après 111 000 prosternations, j'avais de la corne au niveau des poignets et puis au niveau du front aussi, là. Parce que tu vas voir, tu poses ton front. Ça, c'est un mala. Alors, un mala, c'est pas un petit bijou. C'est comme un mandala, ça n'est pas un coloriage. Un mala, à la base, ça n'est pas un petit bijou. Un mala, c'est un chapelet. Ok. Donc, tu as des malas courts qu'on utilise justement particulièrement pour faire les prosternations, sachant qu'en fait, on en a tout le temps parce que des prosternations, on en fait tout le temps, en vrai. C'est-à-dire que quand tu rentres dans un temple, tu te prosternes, mais il y a aussi dans les pratiques que l'on fait avec les sadhanas, eh bien, régulièrement, on va faire des récitations de mantras pendant je ne sais pas combien de temps et en même temps, on va se prosterner. Enfin, tu vois, des prosternations, en vrai, on en fait toutes. Donc, un mala, donc tu as un mala court avec 21 boules et les malas longs. Attends, c'est le bordel. Hop, un mala long avec 101 perles. D'accord? Donc, ça, c'est des perles de lotus. Ok? Donc ça, les perles de lotus, c'est le mala qu'on utilise de base. C'est le mala pacifié, c'est le mala de Chenrezig, qui est le Bouddha de la compassion, qui est le Bouddha, tu sais, c'est le Om, sa lettre. Donc tout le monde connaît Om. Et puis en fait, après, on va avoir différents malas en fonction des pratiques que l'on va faire. Parce que quand on pratique, on dépose notre énergie dans l'objet. Donc soit dans le mala, mais aussi dans notre zen. Tu sais, dans ton châle de méditation, tu déposes tes énergies. Moi qui ai mon châle depuis bientôt 20 ans, je sais que les personnes, quand je le prête, ce qui est très rare, parce qu'en fait je le prête vraiment pas souvent, quand je le prête, les fois où je l'ai eu prêté, on va dire, les personnes tout d'un coup elles ont des chaleurs, des machins, elles sont pas bien. Parce qu'il y a les énergies que tu as pratiquées pendant que tu portais cet objet-là qui se déposent en fait dans l'objet. Okay, chaque objet est porteur d'une énergie et donc les objets sains de pratique sont porteurs aussi de cette énergie-là. Donc, boule de lotus, c'est pour les pacifier. Ça, c'est en os. Ça, c'est courroucé. Alors, normalement, dans la vraie tradition, donc là, c'est exceptionnel, mais dans la vraie tradition, on ne le montre pas parce que justement, c'est des énergies de transmutation extrêmement fortes. C'est Mahakala, qui est une divinité protectrice courroucée. Courroucée, c'est comme si tu étais en colère, sauf que tu n'es pas en colère. Tu te laisses pas prendre par la colère, en fait. Tu as une attitude comme ça, tranchée. Donc ça, c'est de l'os. Alors, à l'époque, c'était fait en os humain. Et puis aujourd'hui, tu imagines bien que c'est plus fait en os humain, c'est fait en os de yak. Et puis après, voilà. Après, suivant les divinités que tu pratiques, tu vas avoir
d'autres perles. Donc, il y a les malas bleus, par exemple, pour pratiquer Sangemenla, le Bouddha de la médecine. Le mala rouge, moi, ça, c'est mon mala principal pour faire des pratiques un peu courroucées. Bref. Et là, celui-ci, il est assez rigolo parce que normalement, il est rouge foncé. Et plus tu pratiques, tu sais, c'est un peu pour voir comment tu pratiques. Donc, en fait, attends, est-ce que j'ai une perle à la base, il est rouge très foncé. J'ai pas trop de perles très très foncées, mais tu vois, rouge foncé comme ça, on va dire. Et plus tu pratiques, plus en fait il s'éclaircit. C'est comme ça qu'on sait si tu pratiques bien ou pas. Non, c'est pas pour ça, mais quand même, ça montre un peu. Alors, ah oui, non, c'est ça que je voulais te montrer. Alors, juste, je te donne les explications claires que tu saches en fait quand tu emploies un mot ou quand tu achètes un mala, à quoi ça sert et à quoi ça correspond. Tu vois, après, tu l'utilises ou tu l'utilises pas, mais en tous les cas, je pense que c'est important d'avoir les informations qui sont justes à l'origine. Donc, ceci est la représentation du maître. Tu vois, la boule là, donc si tu regardes, c'est un peu comme le chignon de Bouddha. Ok ? On ne passe jamais au-dessus du maître. C'est aussi ça l'intérêt de l'orgueil. Même si à un moment donné, tu te sépares de ton maître, tu t'en détaches, tu ne passes jamais au-dessus de lui parce que c'est grâce à ton maître et aux enseignements qu'il t'a transmis que tu peux être ce que tu es aujourd'hui, que tu peux aller plus loin, que tu peux remettre en question peut-être même ses enseignements, mais en tous les cas, il t'a permis d'arriver jusqu'au niveau où tu peux remettre en question ses enseignements. Tu vois ? Donc en tous les cas, quand on va réciter comme ça, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Alors le truc c'est qu'au début, on récite doucement, c'est Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Et en fait, le principe d'un mantra, c'est le condensé d'une énergie divine, d'une divinité, donc la Chenrezig. Et plus tu le récites vite, plus ça fait du light language en fait. Et les vibrations viennent créer une ouverture au niveau de tes portes corporelles pour permettre à l'énergie de circuler à l'intérieur de toi, mais aussi d'appeler l'énergie de la divinité. Surtout que quand on récite un mantra, on visualise tout un tas de choses de la même manière que là quand on fait une prosternation. Donc, par exemple, Om Mani Padme Hum, c'est Om Mani Padme Hum, tu l'as entendu sûrement, Bouddha de la compassion, ça veut dire fait qu'il soit heureux, c'est le Bouddha de l'amour primordial, agapé. Ben, en fait, tu l'accélères. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Et quand tu es dans les temples, ça fait... Donc, tu récites, et là, tu vas arriver là. Eh bien, tu ne passes pas dessus le maître. Tu fais demi-tour avec ton mala et tu repars dans l'autre sens. D'accord ? Ensuite, ça, c'est des compteurs, en fait. Ça, c'est pour... des fois, quand on fait des demi-malas ou des choses comme ça, on s'arrête aux perles. Et ça, c'est les compteurs. Justement, quand tu dois faire 111 000 récitations du mantra à 100 syllabes, tu comptes. À chaque fois que tu fais un mantra, tu mets... Attends, est-ce que tu vois bien ? À chaque fois que tu fais un mantra, tu mets une perle. Et tu t'arrêtes que quand tu as fini ton compteur. Et quand tu as fini ton compteur, tu fais en fonction du nombre que tu as besoin de faire, tu fais l'autre. Et une fois que tu as fini les deux, tu recommences. Ouais, en tous les cas, je veux dire que le bouddhisme, ça t'apprend à pratiquer la patience et l'effort joyeux. Ok ? Donc, les malas, c'est pour ça en fait que tous les pratiquants ont des malas autour du cou, parce que tu vois, quand tu es... Moi, je sais que aujourd'hui, je récite plus trop des mantras, mais avant, j'en récitais toute la journée. Et en fait, pour moi, c'est plus facile, même si je les compte pas forcément, d'utiliser mon mala. Parce qu'en plus, quand je m'engage dans une récitation, plutôt que d'en faire 3, je vais prendre tout le mala. Tu vois, c'est pareil que si tu mets ton timer quand tu fais une méditation, sinon tu t'arrêtes au bout d'un certain nombre, alors que là, tu es sûr d'en faire 101 ou 107, je ne me rappelle plus. Donc pour les prosternations, revenons aux prosternations, qui est la première pratique des pratiques préliminaires qui s'appelle les Nyandreux. Un petit mala, pourquoi on prend ce petit mala ? Parce qu'en fait, on le met là. Alors, bien entendu, tu vas pas faire tes prosternations avec des bijoux, et tu ne te mets pas en jean non plus. Parce que c'est super physique. Ça te fait des super fessiers, certes, mais c'est hyper physique. Et c'est surtout que ton alignement mental
va jouer sur ta position physique et sur comment tu vas arriver en fait à faire plus ou moins de prosternation. Voir si tu es désaligné dans ta psyché, dans ton mental, tu risques de te faire mal. Tu risques de mettre une main de travers ou tout d'un coup de te faire mal. Vraiment, c'est assez impressionnant. Donc le mala, on va le tenir ici. Le principe, c'est qu'on le met là pour pouvoir compter. Tu vois, tu fais une prosternation et tu tiens une bille. Puis quand tu as fini ta prosternation, hop, tu passes à 2 billes, tu passes à 3 billes, tu passes à 4 billes, nanana. Quand tu as fini tes 21, alors en fait, le mala, quand on a fait un mala, on compte 100, c'est 107 en fait. On compte 100, on compte pas 107 parce qu'on estime que y en a toujours 7 où tu n'es pas concentré. Et là, c'est pareil, c'est 21, mais en fait, on en compte 20 parce qu'il y en a toujours un que tu n'es pas vraiment aligné et concentré. Et puis ensuite, tu as tes petits cailloux. Alors moi, c'est comme ça que je faisais. Hein. Tu fais ton petit tas de cailloux par terre avec, à chaque fois que tu as fini un mala, tu prends un petit caillou et tu le mets dans ton tas de cailloux d'accomplissement. Alors d'accomplissement parce que par exemple tu vas faire 10 cailloux, je sais pas moi, et puis tu les mets sur le côté et quand tu as fini, voilà, tu peux aller prendre ta douche. Ok ? Ensuite, comme normalement tu fais ça sur un sol qui glisse, enfin qui est pas du carrelage, pas un tapis, donc en gros je suis pas dans les bons exemples, mais quand on fait des prosternations, on a une planche de prosternation qui est un tout petit peu surélevée, ce qui permet de moins se fatiguer et d'en faire plus, puis surtout la planche elle est cirée, donc du coup ça glisse. Et en fait, ça, c'est justement pour nous permettre de glisser. Bon, ils ont un peu vécu les trucs, mais donc en gros, tu le poses à l'endroit où tu vas t'étaler par terre et hop, tu fais glisser. D'accord ? Après, alors j'ai complètement oublié de prendre mon châle, mais je vais prendre une petite couverture. Quand tu fais tes prosternations, c'est bien de mettre un truc au niveau de tes genoux, parce que si tu en fais 3, bien entendu, tu ne vas pas avoir la différence, mais si tu commences à en faire 10 ou 20, tu vas sentir que tes genoux ont super mal. Ok ? Voilà. Donc, je vais te faire un exemple, d'accord, de prosternation. Alors, il faut que je me mette un peu plus loin, j'espère que tu vas m'entendre. Et il faut juste que je regarde un peu la caméra. Ah, voilà, je pense que je suis à peu près bonne au niveau de mon truc. Alors, on y est. Ok, donc je prends mon truc, mon mala, et puis on y va. Sangye chedanso kichanamla chanchuba dudani gyapsuchi. Tagiji soli tesenampi drola penchi sangye drupa sho. Sangye chedanso kichanamla chanchuba dudani gyapsuchi. Tagiji soli tesenampi drola penchi sangye drupa sho. Sangye chedanso kichanamla chanchuba dudani gyapsuchi. Tagiji soli tesenampi drola penchi sangye drupa sho. J'espère que tu m'as vu. Je t'en ai fait que 3 parce que sinon ça va être trop long. Mince, il y a un truc qui m'est venu en tête. Oui, au début, il faut du temps pour arriver à te concentrer, pareil que quand tu fais une méditation. Quand tu fais une méditation, il faut un temps pour redescendre ton esprit, venir t'installer dans ton bassin. Ben là, ça va être la même chose. Et la récitation, on la fait sur un cycle. Donc si tu veux faire plus vite, il faut accélérer ta récitation tout en continuant à visualiser en fait autour de toi tous les êtres. Voilà, je pense avoir été assez complète sur cette explication-là. Je vais te faire une très courte vidéo sur la récitation du mandala, l'offrande du mandala, pardon, juste pour que tu puisses avoir une idée de quoi je parle et qu'est-ce que c'est un mandala quand on fait l'offrande du mandala à un maître. Et puis, je te souhaite une belle pratique. Alors, toi, de ton côté, je t'invite vraiment quand même à pratiquer cet exercice-là et à regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Par exemple, moi qui suis en train de te donner là les transmissions en ce moment, essaye de m'imaginer en face de toi et de te prosterner à mes pieds. Et regarde comment ça va venir créer des frottements et des tensions à l'intérieur. En général, on voit des résistances. Et ce que j'ai pu voir, donc quand on fait des retraites, c'est un truc que je fais faire parce que c'est souvent pas la personne qui en apparence a le plus de résistance qui finalement en a le plus à faire ça.
Et c'est très très intéressant parce que ça vient parler, que ça soit moi ou n'importe qui, en fait on s'en fout, ça vient juste parler de comment tu arrives à être en gratitude avec la vie et en gratitude avec en fait les enseignements que tu reçois et donc ce que tu reçois de personnes qui sont là pour te transmettre aussi toutes leurs expérimentations, quoi, tu vois. Et donc, comment tu peux être en gratitude aussi envers tes parents malgré la souffrance, enfin tu vois, ça développe aussi beaucoup ça. Je te souhaite une bonne pratique. Si tu as des questions, tu me les partages dans le groupe. Et puis rappelle-toi que la Sangha, le groupe, la communauté, c'est quelque chose d'extrêmement important, puissant. Donc profite de l'Alchemia Academy pour t'empuissancer là-dedans. Paccioni!